du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey J! Alors dimanche le 7 juillet. Bravo Eric, tu t'es pas trompé. Non, c'est ça, je pense que c'est la fête de l'indépendance du Nigeria, une fois de même. Ou j'invente ça carrément. Moi honnêtement, je dis que t'inventes, monsieur. Oh, ouais, c'est ça. Ou de la Hollande, ou c'est proche, hein, ces pays-là. Donc, hey, bonne journée. Alors, bienvenue au Geek contre-attaque. Mon nom est Éric Lajoie. Je vais animer pour une demi-heure parce que je ne vaux que la tiers du show. Parce que on peut pas payer ton cachet non plus. Non, c'est ça, ouais, mon cachet. Donc, juste une semaine sur deux. À la co-animation, monsieur Simon Boucher. Salut, mister. Salut, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Bon. Alors, comme chroniqueur extraordinaire, le pyrologue Philippe Jacques. Salut. Le suis-je? Ça va? Bonjour. Mais bonjour. Mais c'est pas une réponse à ça va, hein? Ouais. Oui. C'est bon. OK, et à la mise en onde. Bonjour du fin fond de la salle des machines, cher geek. Oui, alors, Mikey G, the one and only. Le seul pour nous. Non, le seul... C'est le seul unique, là. C'est ça. Ouais. Le seul pour nous. Hey, ça commence bien. Je suis content. Hey, bon, ben aujourd'hui, belle journée, belle chaleur, belle humidité. Oui. Hey, t'as belle journée pour être à en la dedans. rivière hier, je veux pas être désagréable. Hein? Mais Moi, je sais, j'ai tout pas... le studio était à la rivière, sauf toi, Eric. Donc, ouais, je sais, parce que je travaillais. Oui, donc, j'étais à l'air climatisé, à l'obscurité, et on me maintenait isolé de la population. Donc, dans ton milieu naturel. Exactement. Donc... Oui. J'aimerais savoir ce qui s'est passé cette semaine dans d'autres choses que ma vie, s'il vous plaît. Alors, c'est parti. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Ah, comment vaincre la chaleur qu'avec un café chaud? Ben ouais, qu'est-ce que... Bonne idée. Mon Dieu. Hey, en plus, un thermos, c'est que du cuir, man. T'es en business. C'est un petit peu de fétichisme ici. C'est bon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les Geektualités, selon toi, cette semaine? Ici, on va encore une fois de plus sauter le cette semaine. Donc, j'étais pas là la semaine passée, puis il y a des choses intemporelles qu'on peut toujours continuer. Oui, ben oui, tout à fait. On dit toujours que la Suisse est un petit mammifère et un pays neutre. Oui. Qui, habituellement, est sans incident et assez ennuyeux. Ben, ça dépend, non? À part le chocolat. Alors, prochaine geektualité. Non, Mais présentement, la Suisse a un très gros problème. c'est-à-dire... Ils sont en pénurie de fromage. Non. Non. Il y a des braconneurs Braconniers. des braconniers qui ont parti un marché noir de fourrure de chats domestiques. Quoi? Hein? Quoi, vous allez me regarder comme vous allez pas me croire. Non, dans le sens que il est à peu près temps. J'aime pas les chats. As-tu besoin de le dire encore? Donc, oui, Alors, il y a qu'est-ce des que grandes c'est- quantités de chats qui ont disparu. Ok. Et des braconniers tuent ouais. les chats et pour vendre leur fourrure. Ah. C'est un problème qui présentement est assez gros pour qu'on en entende parler ici. Donc, Ok. Non, c'est correct. Je dois avouer que un côte en peau de chat, ça doit être quand même doux. Non, mais moi, c'est ce que ça représente, tu sais. Mais je Ça le veut dire- flatterais ça veut en dire tant de pleurant, chats tu sais. de moins, mais ça a le l'air- problème c'est vient en réalité, cruel. c'est parce que là-bas, il y a une croyance folklorique qui dit que que utiliser des couvertures faites en tissu peut amener des rhumatismes et des choses comme ça. Donc, ils sont mieux avec des couvertures, dans le folklore, là. Ok. Des couvertures d'autres matériaux. Faites en peau. Fait que finalement, le chat est une source très peu dispendieuse de fourrure, de quantité. Ben Ils sont ouais, tellement j'espère. rendus gros, les chats, maintenant, que tu peux quasiment faire Ben oui, écoute, tu peux te 3 faire... chats, t'as une Il y en a couverture. que c'est des poufs qui font juste bouger un peu. Fait que tu fais juste enlever les pattes après ça, puis c'est un pouf. Arrête de parler de mon chat de même, toi. Hey, Moi, ces gars-là, je veux les voir et leur serrer la main. Sur ce, j'aime pas... Regarde, OK? Hein? C'est bon? Tu peux dire... OK, je suis tout seul dans la province qui aime pas les chats. Oui, quand elle l'avoue. Bon. Change de sujet, il est complètement énervé, là. On va aller Ah. vers quelque chose de pratique. Présentement, il fait chaud, c'est l'été. OK. OK, ici, je vais vous parler d'une chemise. Je vais pas vous la montrer, mais c'est une chemise bien traditionnelle, mais les Ok. gars ont eu l'invention du siècle. Dans le C'est-à-dire? pan avant de la chemise, donc juste sous les boutons, derrière la chemise, ils ont cousu les petits tissus qui servent à nettoyer les lunettes et autres appareils avec un écran.
Je comprends. Directement Fait que quand intégré t'essuies sur tes la lunettes chemise. avec le bas de ton Ta shirt, shirt. c'est un linge qui laisse pas de traces sur la vitre, qui graffine Exactement. Fait que c'est Oh, pour les yeah. lunettes et puis les téléphones cellulaires, les iPods, ces C'est choses-là. donc bien magique. pas. c'est- Je suis en train d'applaudir, là. Ben, honnêtement. Quelle bonne idée. Ok, bon, vous pouvez acheter la chemise faite par eux pour seulement 90$, mais Ok. sinon, vous pouvez vous acheter une bande de petites lingettes comme ça, les coudre dans vos propres chemises et économiser une beurrée. Ouais, mais à un moment donné, C'est quand, certain. quand tu mets ça au lavage, c'est plus bon, je sais pas. Oui, mais c'est pour ça que tu la couds de façon un petit peu lousse, si vous me permettez l'expression, Ouais. et tu l'échanges aux 6 mois ou quelque Ou chose du genre. tu laves pas ta chemise, là. Ouais. Ah, Ou, ben, Tu laves oui. tes chemises, toi, Mike? ou tu t'achètes une autre chemise. Bon! Il y a plein de méthodes, là. Oui. Donc, autre chose, monsieur de la bouche. Oh, oui, j'ai beaucoup de choses. Sire, devrais-je dire. Ah, ici, j'en ai quand même une un petit peu triste. Tout le monde utilise souvent des logiciels pour sur leur navigateur pour bloquer les publicités dans les sites web, ces choses-là. Adblock, etc. Ouais, le plus connu s'appelle AdBlock. Et on vient d'apprendre récemment que, c'était une option cachée dans AdBlock, mais que Google et d'autres compagnies payent AdBlock pour ne pas être bloqué par AdBlock. Ah, ok, Donc, ouais. rappelez-vous, quand vous ne payez rien pour un produit, c'est vous qu'on vend. Et vous n'êtes pas le consommateur, mais vous êtes le produit quand votre produit. Ouais, c'est ça. C'est que quand les résidus contrôlent le filtre, ben là, Ouais, c'est ça. c'est... Donc, il y a une option à l'intérieur que vous pouvez aller cocher pour enlever les publicitaires autorisés. Mais bien sûr, nous les geeks, on le sait, mais 98,7% de la population ne le découvrira jamais. Et tout le monde se fait entuber royalement. Donc... Ben, je sais pas si j'étais le seul à avoir remarqué, mais depuis quelques années, mon AdBlock fonctionnait de moins en moins. J'ai recommencé à avoir des pop-up partout, puis Mais moi les petites pubs me dérangent pas, fait que j'ai juste fait j'ai installé un petit plugin dans mon Chrome, puis c'est FlashBlock. Ça fait Ok. juste bloquer Flash de loader. Donc toutes les publicités animées qui font du bruit, qui prennent l'écran, ne loadent plus. Puis si je vais sur un site que je veux voir une vidéo ou une Oui. animation, tu peux cliquer sur le carré vide et puis ça va partir Flash pour ce système-là. ok. Donc, vous bloquez de toutes les choses désagréables que l'Internet a créées Ah et oui. qu'on pervertit Flash, qui était un outil merveilleux dans les années fin 90, début 2000, pour devenir à cette heure une plaie de l'Internet. Et vous pouvez donc maintenant le réutiliser de la bonne manière. Ah, ben c'est bon ça, c'est très bon. Je veux dire, mon expérience sur le Fallout Wiki va être tellement meilleure parce qu'il y a une place que si ta souris passe par malheur au-dessus d'une case, Ah. juste overray la case, là, il te part une pub de la grosseur de l'écran à volume 15, puis ça a aucun bon sens. C'est triste, hein? C'est déplaisant. Donc, autre chose ou Oh oui, fait j'ai le encore beaucoup de choses. tour? Je sais, il y a beaucoup de choses. Simon, il y a toujours beaucoup de On choses. a le temps. Puis on a aujourd'hui. encore beaucoup de temps en plus. Fait que je C'est suis bon, content. ça. C'est malade. Hey, on parlait de pub. Oui. On va rester dans les publicités. Ok. Il y a une compagnie de publicité allemande qui s'appelle BBDO qui a commencé un nouvel type de publicité qui utilise, dans le fond, l'envoi du son directement par vibration dans les vitres du métro. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh. C'est quand vous êtes endormi dans le métro, vous êtes à côté contre la vitre, assis dans le métro, la vibration fait vibrer directement les osselets et les autres petits os de votre oreille et vous entendez la publicité. Oui, tout à fait. Présentement, il y a des petits écouteurs que vous pouvez avoir qui sont directement sur vos tempes, qui vous font entendre le son sans projeter de son. Mais c'est la même manière. Donc, si vous vous accotez sur le mur, vous entendez une pub. Oui, parce que les fenêtres peuvent agir comme une membrane de haut-parleur dans le fond. Oui. Parce que ça peut vibrer, donc ça s'en vient. On va commencer à avoir du son qui va venir de partout. Hey, on voit des pubs qui viennent de partout. Fait que pas nécessairement des pubs. Fantastique. Si Non, tu as le mais malheur si- de t'accoter contre la fenêtre, ben, tu vas avoir une pub. Ouais, c'est ça. Tu t'apprendras. Je comprends pour les pubs, c'est pas nécessairement une bonne chose. Sauf que si la pub développe des nouvelles méthodes audio pour dispatcher le son, si je vais le dire comme ça, d'autres personnes vont l'utiliser, d'autres médias, À d'autres bon escient. médiums. C'est ça. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose quand même. Oui, petite question avant qu'on s'en aille trop loin. Est-ce qu'on avait Ouais. une chronique cinéma aujourd'hui? J'ai aucune idée. C'est plus vous autres. Non, qui bon, savez ben, c'est quoi. parfait. Dans ce cas-là, on va pouvoir continuer là-dedans sans, Ok. sans aucun élément qui ne va me retenir. Ok. Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle à la fois. C'est-à-dire, Pixar vient d'annoncer quelque chose ouais. qu'ils allaient couper dans les suites et prequels de leurs films. Ben, c'est une Yes. bonne chose. Oui. Parce qu'il y avait comme tombé dans genre à bonbon Ben, là, on alors que était- personne c'est ça. ça, Ben, on il était était rendu- tombé dans le piège Disney, là. Ben, il appartient à Disney. Ben, Fait je que sais. Le problème, c'est qu'ils vont augmenter leur cadence de production de films pour compenser, on pourrait dire. Donc, ils veulent produire un film et demi par année. OK. Donc, 3 films par 2 ans. 3 films par 2 ans qui seraient 2 nouvelles franchises et une suite ou reliée à Ok. une franchise existante. OK.
C'est bien Donc, ça. ce qui est dommage parce que Pixar était reconnu pour prendre des temps de développement extrêmement longs et ça paraissait, c'est de donner un résultat. T'avais quelconque. toute la main team, dans le fond, l'équipe principale sur le même projet. Là, ils vont probablement faire comme ben des compagnies, faire des splits, envoyer une équipe A sur le plus gros projet, l'équipe B sur un les autre. suites, ou Fait que des choses fois, il va y comme avoir des produits de moindre qualité à l'intérieur du même studio. Ouais, ben regardez, de toute façon, comme là, après il y avait eu Bagnole 2. Ouais. Là, il y a Avion qui a l'air de sortir de Pixar parce que c'est comme C'est des Disney, avions. ça. C'est ça, exactement. Ouais. Donc Disney a commencé à mettre la main profondément dans la jarre à biscuits Pixar. Ouais. Et Star Wars aussi. Et ce qui est drôle, c'est que de toutes les suites qui ont sorti depuis quelques années des films de Pixar, mis à part les Toy Story, qui c'est une exception exceptionnelle, il y a un film qui mérite une suite, puis que c'est pas encore fait. Puis j'attends vraiment une suite pour les Incredibles. Vraiment. C'est ce que tout le c'est monde vrai, veut. ça. Il y a serait quelque le fun. chose à faire avec une suite pour ce film-là. Cars, on n'avait pas de besoin. Mais- Monster Inc. non plus. Nemo non plus. Mais- non, c'est ça. Hey, je veux voir le bébé adolescent. Ben oui, mais c'est... Il y a de quoi à faire C'est avec ça. les Incredibles, selon moi. Ou un film style années 70 quand les parents étaient jeunes, début Ah, crème ok, Ah leur oui, un première- prequel. oui, la c'est- rencontre, serait ça bon. pourrait être intéressant. Dans celui-là, tu pourrais aller dans les deux sens. Mais Ouais, c'est ça. pas dans tout. Comme il paraît que le nouveau Monster University était très bien pensé. C'est une pastiche parfaite de tous les films d'université qu'on a vu dans les années 80. Ouais, la revanche des nerds, C'est etc. ça. Donc, il paraît que c'est bien, mais ça reste que ça paraît que c'est pas une histoire originale complètement. Ouais, là. c'est ça. Bon, on va voir. Ben, parce que même c'est- le pire de Pixar est quand même mieux que la plupart des Ouais, films sont de la encore compétition. ils sont encore une coche au-dessus de la compétition directe, c'est certain. Fait que là-dessus, on va voir s'ils vont finalement descendre au niveau de leur adversaire. Mais DreamWorks se rattrape Ben, tranquillement, ben, pas vite. là. DreamWorks, heureusement qu'ils ont eu le hit de Shrek, parce que sans Parce que ça, Shark il serait Tale, mort. c'était pas super. c'est Non, ça, c'est sans très ça, il n'y aurait mauvais. pas eu de financement pour essayer des choses, parce que Megamind, pour ceux qui l'ont pas vu, Ah, c'est excellent. c'est très bon, c'est une très belle métaphore sur qu'est-ce qui arriverait à Lex Luthor si Superman serait mort. C'est hallucinant, j'ai vraiment adoré cet angle-là du film, Ouais. c'est écœurant, pour ça, oui, DreamWorks, là, sont vraiment pas loin derrière. Ben, ils ont eu un problème quand ils ont transitionné du 2D au 3D, ça a pris une grosse coche vers le bas côté Ouais. qualité de production parce que sinon dans leur film en 2D, Route d'Eldorado est incroyable, il y avait beaucoup de bons films. Oui, c'est ça. Puis Disney remarchait dans ces années-là, remarchait leur propre matériel à Ouais. ad vitam nauseam. Donc maintenant, ça. C'est ça, c'était avant justement que Pixar vienne donner un coup de fesse à Disney. C'est ça. Mais, Puis que Disney décide de lâcher le bat parce que maintenant ils voyaient bien que dans leur propre créneau, toutes les autres compagnies étaient en train de les dépasser sans faire trop d'efforts. Donc avec moindre budget, moindre réseau de distribution. Mais Et un ouais. bon film de dessin animé standard de Disney, là, j'aimerais ça en revoir là, plus souvent quand même. C'était bon. Ouais, C'était bon. Je pense que le dernier dessin fait à la main, là, C'était Lilo et Stitch. Non, parce qu'il y avait du Ah CGI ouais? dedans. Le dernier, je pense, c'était le Princess and the Frog, je pense, le dernier classique Oui. de Disney qui a été fait en dessin au complet, qui a pas de CGI, pas de. Il a-tu été fait après Lilo et Stitch? Après ou avant, là, je me rappelle plus. Mais je pense que c'est avant. Lilo et Stitch était quand même dessiné à la main, mais c'est vrai qu'il y avait un petit peu d'effets spéciaux Oui, dedans. il y Mais avait du c'était CGI. quand même Il était moins. bon, il mais était même très s'il était dessiné à la main, ça faisait peut-être longtemps qu'il était peinturé ou dessiné à l'ordinateur. là. C'est ça. Puis, Le traditionnel papier, ça fait très longtemps. Et le style de Lilo et Stitch est inspiré d'une auteure qui avait déjà fait des dessins comme ça. Donc c'est pas du design de Disney, c'est inspiré d'un autre encore. Parce que Disney sont plus capables de... Faut qu'ils copient. Hey, on avait-tu parlé aussi que Capitaine Planète s'en venait au cinéma? Ah, Captain Planet! Moi je ne vis que par le trailer fait par... voyons, comment il s'appelle? L'acteur... là. Celui qui était dans Iron Man? Ouais, c'est ça, là. Il jouait faisait War Machine? Ouais. Ouais, c'est ça, voyons. Hey, Eric se rappelle pas d'un nom d'acteur. Mesdames et messieurs, le moi, monde j'ai- vient de s'effondrer. J'ai un blanc moi aussi parce que je le sais en temps Je normal. l'ai sur le bout de la langue, c'est terrible. Donc, Pas Rose. chez She-Gull... Non, c'est... On Ah, c'est va pas vérifier supposé. pendant la pause. C'est pas supposé arriver. C'est vraiment... Je m'excuse. Mais Oui, Sony Pictures est en train de finir les négociations avec Mark Gordon, Don Murphy et puis Suzanne Montford pour avoir les droits puis pouvoir partir. Don Cheadle! Le C'est ça. Fuck, quel Ah, Ça hey, fait T'as du bien, T'as failli hein? mourir là, hein? j'avais comme une impuissance cinématographique, là, ça voulait pas... ça venait pas. Ça- Eric, hein? Eric, victoire sur ton cerveau. Donc, t'as Ah, je me suis outgeeké moi-même, merci. out-geeké ton cerveau. Ah, C'est bien beau. wow, c'est un beau moment. Une petite dernière avant de passer à une pause musicale. On parle-tu de pirates? On parle de pirates, Pourquoi certains. Excellent. Récemment, dans les dernières semaines, il y a une expédition qui sont allés pêcher au fond de la mer les canons du vaisseau de Barbe Noire. Wow! Es-tu sérieux? Je ne Les niaise vrais pas. canons du vrai Barbe Noire. C'était un bateau d'esclaves que Barbe Noire avait volé dans l'entour de 1717. Et puis,
dans le fond, c'est un vaisseau avec une cargaison qui pouvait avoir jusqu'à 300 tonnes. Et puis, on l'a retrouvé le bateau en 96, mais là, ils ont finalement monté une équipe pour aller chercher au fond des mers 2 des canons du vaisseau de Barbe Noire. C'est fantastique. Wow! Quelle belle pièce de collection Ouais. dans un Fer musée. et Ouais. bronze. C'était au total, ils ont réussi à en monter par la suite au total de 15 sur 27. OK. Sais-tu s'ils sont en bon état ou c'est pas mentionné? Ben, c'est dans l'eau, c'est oxydé Ils au sont bout, là, oxydés, tu peux plus rien faire avec ça. Non, mais je parle pas ils pour sont tirer, quand même- mais ils sont exposables d'une certaine Mais façon. quelque chose d'intéressant, tu voyais que c'était très pirate. Chacun des canons sur le bateau était unique, donc provenait d'un endroit différent. Wow. Ils ont pas été tous faits ensemble. C'est Ah, non, c'est des sûr. canons volés à gauche et à droite qui lentement rajoutés sur le bateau qui avait volé lui-même. Il a pimpé son boat. Exactement. Dans la vraie tradition des pirates. Pimp my boat avec Barbe Noire! Donc, merci beaucoup, Simon. Ça fait Je suis sûr plaisir. que tu vas avoir encore d'autres trucs intéressants. à Ah, parler j'ai pendant encore toute plein de l'émission, choses, mais je sais. on va aller en petite pause. On va aller là. une petite pause musicale juste pour respirer puis penser à nos noms d'acteurs comme du monde. Donc, Mikey Boy, s'il te plaît. La chanson de la semaine. Alors, chanson de la semaine numéro 1 est fournie par votre hôte, Éric Lajoie lui-même. Alors, du site aussi overclockremix.org parce que c'est toujours là je vais chercher tout. Du remixeur Level 99, on va écouter Just Unplug Your Katamari. Donc, c'est la pièce titre de Katamari Damacy. Anyway, de Katamari Patente. Et la pièce titre qui est très 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 reconnaissable, mais toute refaite à la guitare acoustique. Donc, c'est parti. Et on vous revient tout après parce que on peut pas revenir avant, on est déjà avant. Donc, voilà. Et voilà, c'était Level 99 avec Just Unplug Your Katamari, pris gratuitement et comme d'habitude sur overclockremix.org. Excellent. Le fun. Et donc, vu que ça fait longtemps, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai vu du monde, donc on continue avec des geektualités, c'est le fun parce que t'avais l'air d'avoir beaucoup de matériel puis on déconne un peu, fait que c'est sûr qu'on étire les nouvelles Je inutiles. viens de trouver donc, quelque chose là. Pendant la chanson, j'étais allé vérifier mes fils de presse RSS et des Oui. choses comme ça. J'ai vu quelque chose. En passant, tout le monde, Google Reader est mort. Veuillez prendre une seconde de tristesse. OK, on continue.
Là, vous savez qu'il y a eu une grosse recrudescence des simulations, de jeux de simulation. Bon, il y a Farming Simulator qui vient d'avoir un genre de vidéo de présentation extrêmement extrême pour sa sortie console. Oui. Sinon, il y a le Street Cleaning Simulator, un simulateur de véhicules de nettoyage de rue. Yeah. Vous avez aussi des simulations de truckers, des simulations de chirurgie. Là, je vous ai parlé de quelques semaines. Là, ils viennent de sortir, attention, ça s'appelle Robot Vacuum Simulator 2013, qui est un simulateur de Roomba, le petit robot aspirateur qui nettoie le plancher. Ah oui? Donc, si vous cherchez quoi faire au lieu de faire le ménage aujourd'hui, vous pouvez aller vous télécharger ça. Dans la catégorie jeux inutiles de l'année, les nominés sont... Ouais, mais peut-être que tu peux programmer tes tas de poussière, genre, en rangée, puis le Roomba, il court après, fait que ça fait un nouveau style de Pac-Man. Oh, C'est Pac-Man poussière. C'est plate pareil. C'est même en essai. Il y a Même comme en pas... essai. There's no way to escape it. Il y a aucune façon d'échapper à ça. C'est vraiment... En tout cas, il y en a qui s'amusent à s'amuser. Là, hein? Oui. Au lieu de faire le ménage. Hein? Hey, en C'est passant, ironique. tu parlais que Google Reader était décédé. Il y a une autre chose qui me fatigue. Pour ceux qui utilisaient Hotmail avant, qui est devenu Outlook maintenant, Ouais. vous devez avoir tous reçu un email vous disant que vous pouvez plus joindre 2 emails ensemble. Ouais. Et moi, ça faisait des années que j'avais mon email plus professionnel et mon email personnel qui étaient joints, donc je pouvais switcher d'un à l'autre sans avoir à rentrer un mot de passe, en me déconnectant, en revenant à la page MSN. Tu sais, c'était comme, je trouvais ça tedieux. Et là, je pourrais plus. Ils ont décidé qu'on peut plus joindre les emails ensemble pour des raisons de sécurité. Je trouve ça poche. Parce qu'il va falloir que je me déconnecte tout le temps. Puis j'étais déjà là où j'allais checker mes mails parce que des fois je l'oubliais pendant une semaine parce que je Pauvre Eric, Mais, ta vie est Eric, donc bien tu dure. vas C'était besoin- une misère interminable. Mais tu vas juste avoir besoin d'un logiciel externe de courriel qui va pouvoir recevoir en SMTP plusieurs de tes emails. Exemple, sur mon iPad ici, j'ai mon Gmail, j'ai mon Hotmail, j'ai tout ça. ok, ouais, Et faudrait puis que je quand fasse ça. j'écris un email, je peux choisir à partir de quelle adresse je le fais. Moi aussi, je Ben check ouais, juste mes c'est mails bon, sur ça, mon c'est- Ils iPod. tout à rentrent cette dans heure. les mêmes boîtes. Y a-tu des logiciels gratuits qui font ça ou faut que tu les achètes, ouais? Oui, il y en a Son sûrement des iPod. logiciels gratuits. Va voir. Je sais pas si Mozilla fait encore Thunderbird, qui était l'ancien logiciel. Ok, ben, Sinon, il y a plein de logiciels, des alternatives gratuits. On pourrait essaye-en quelques-unes cette semaine, puis reviens-nous la semaine prochaine. ouais, je vais voir ça. C'est sûr que là, j'ai pas le temps pendant que je travaille, mais éventuellement. Ouais. Et sur la page Facebook des geeks, au pire, suggérez-moi des choses pour améliorer mes petits. Eric mes a un petits problème défauts. avec son courriel. Qu'est-ce qu'il moi, peut j'ai faire? plein de problèmes ridicules qui demandent vraiment un peu d'attention pour être réglés. Donc, Mais c'est juste que t'as pas l'attention pour le régler. ouais, mais j'ai plein de choses à faire, puis je suis occupé. non, en fait, c'est ça. Ben, des fois, j'y pense pas, ou des fois, je suis lâche. Donc, voilà. Ben, je suis un geek, donc, voilà. J'essaie de trouver le chemin le plus court tout le temps. Maintenant, Hey, Philippe, Oui, Philippe. t'es un Je fan suis là. de bière. oui, Ok. tout à fait. Des Je suis un geek de bière, tout Oui. à fait. Des scientifiques de Chicago ont été capables, à partir de restants trouvés dans des amphores et puis de recettes puis de choses comme ça, de recréer une recette de bière C'est vieille vrai, de j'ai lu ça. 5500 ans. Et il paraît qu'elle goûte dégueulasse. Ouais, mais J'ai été que... déçu. Ben, en même temps, j'imagine que les goûts étaient pas aussi développés. Pas ça. à l'époque. Aussi, les D'habitude- techniques de brassage se sont beaucoup améliorées depuis le temps. Puis en les 6 000 ans, ingrédients on a aussi. choisi des meilleures sortes de houblon, des meilleures ça. sortes de ci, des Ouais, meilleures c'est sortes de ça. On a fait des croisements aussi dans les plantes. ouais. Pour ça, obtenir puis des choses régulières. Ça, puis Des j'imagine céréales, aussi- J'imagine aussi dis-je. que le contraste, aussi entre le fait que là, notre nourriture, on est capable de manger des trucs plus variés à l'époque. On mange de la musique on mange de la nourriture de partout dans le monde maintenant, ce qui Ouais. n'était pas le cas. Tu mangeais à peu près de la nourriture qui était faite à 5000 autour de toi. Effectivement, à ça, on peut faire une bière avec du houblon et de la levure qui viennent de Belgique. Ben oui. Mais le malt puis tout ça, ça vient de Thetford Mines, par exemple. Mais tu sais, les gens étaient habitués à ce standard-là de bouffe C'est vrai, et ils font de, du mal, de peut-être breuvage. Fait que peut-être que ce truc immonde que tu parles était peut-être le highlight de leur journée, dans le fond. Donc, Ouais. si jamais une machine à voyager dans le temps apparaît, puis des Sumériens sortent, puis vous disent, viens avec moi en 1800 avant Jésus-Christ, on va faire un party à soir, c'est nous qui fournit la bière. Tu dis, non, Non, je vais merci, amener la mienne. j'amène ma petite caisse. Ça, puis tu lui donnes tes fonds de Coors Light que tu buvais plus, puis tu donnais Eux autres pas ta trouvent ça visite. excellent, C'est là. ça, tu lui donnes ça, il trippe pendant que ta visite, tu lui donnes de la bonne bière. Mais Mais on dans- sait pas non plus si le vin antique était... On peut pas savoir si c'était aussi bon Non, qu'aujourd'hui ouais, je sais non pas. plus. Hein. Mais il n'empêche que c'est pas grave que ça goûtait mauvais. Oui, c'est plate, mais le but premier à cette époque-là de l'alcool, il y a des études qui ont montré que ça servait à deux choses. Ça aidait probablement les populations à sortir du quotidien, fraterniser et donc se reproduire. Ouais, Et c'est aussi, ça. ça permettait d'avoir une source de liquide buvable qui avait été purifiée par la magie de l'alcool. Effectivement, Ouais, c'est ça, parce tout à que fait. les sources d'eau dans ce temps-là étaient pas tout à fait fiables à 100%. Ça vient un petit peu avec la montée en flèche du café. Oui, je sais que ça demande oui, quand oui, le oui. café était importé en Europe et puis tout ça. À cette époque-là, les gens sur l'heure du midi buvaient soit du thé,
soit de la bière ou des choses comme ça. Et puis avec les pressions de l'industrialisation, les industries pis les gens préféraient avoir des travailleurs qui étaient éveillés plutôt que légèrement assommés par l'alcool. Ben oui. Donc ouais, ben c'est vrai. Donc, vu qu'ils pouvaient pas boire de l'eau directement parce qu'elle était pas propre, il y avait pas le choix de boire soit de l'eau bouillie, donc thé, de l'eau qui était modifiée avec de l'alcool, de la bière. En amenant le café, ben ça faisait que ça pouvait remplacer les breuvages qui amollissaient les ouvriers. Non, c'est ça, c'est Ça un faisait des stimulant. ouvriers stimulants. puis, Fait que c'est ça qui avait causé la grande montée du café. C'est vraiment les besoins de l'industrialisation, d'avoir de la main-d'œuvre ouais. fonctionnelle et Intéressant. efficace. Hey, c'est le fun. C'est pour ça qu'il y a des machines à café dans tous les jobs, dans le fond. C'est pas nous autres qui boivent du café pour mieux travailler. C'est qu'on travaille peut-être pour aller chercher notre café parce que les compagnies nous donnent toutes les C'est une machines à café. conspiration. Non, moi des j'apporte mon compagnies. café au travail, donc Ouais. ça marche pas comme ça. Ah, ok, ouais. Mais moi, je bois juste du café à ma job. J'en bois pas à la maison. Parce que là, faut que je fasse bouillir l'eau. Tu sais, c'est comme si... Ben voyons, t'es bien lâche, Eric. Ouais, il faut que je me trouve un logiciel pour gérer mes courriels. Faut que je fasse bouillir de l'eau. Puis là, Ah, faut que je me fasse une tranche de pain pour manger. il faut que je fasse le ménage. nourrisse. Mais là, je suis trop occupé à jouer à mon simulateur de Roomba. C'est lui qui l'a programmé, dans le fond. C'est lui. Non, mais je veux dire, le café que j'essaie de me faire à la maison est jamais aussi bon. Même pas à 10% bon comme un café qui est fait dans un percolateur ou dans une machine avec le... Je sais pas si vous comprenez. Là. Tu sais, du café instant, c'est pas terrible. J'ai pas une vraie machine. Tu sais, j'ai une cafetière. Achète-toi une cafetière, mon homme. Ouais, hein, ça vaut la peine. C'est hein. pas difficile. Non. Mais nous, à la job, Ah on non, a c'est vrai. Falloir que tu sortes de chez vous, que t'ailles au magasin. Ah ouais, mais là, je suis pas Oh. chez nous, là. Je suis au poste de la radio, là. Au travail, on a on a la compagnie Pause Café avec la girafe sur l'emballage qui viennent, dans le fond, c'est des machines à café Ouais. industrielles. Et puis, c'est drôle parce que le petit bec où ce qui sort le café est juste en dessous du cou de la girafe. Fait qu'on dit qu'on va traire la girafe pour obtenir notre café. Hey, je pense qu'il va falloir revenir qu'on dédie une grosse partie de l'émission dans les mois à venir sur le café parce que je pense que c'est l'essence même de beaucoup des geeks qui nous écoutent et Ah, beaucoup de effectivement. notre Le public. fuel. Ben la caféine même, je veux dire, c'est quelque chose d'important dans nos vies, là, on se le cachera pas là. Donc cette chronique breuvage vous a été présentée par les geeks contre-attaque et c'est KRL. Fait que, avant d'aller en publicité, un petit chronique repas rapide. Oh, c'est À certains endroits aux États-Unis, la chaîne Taco Bell oui. laissait tomber un mot de son menu, et c'est le mot viande. Hein? Et maintenant, c'est C'est un remplacé restaurant par... végétarien? C'est que non, c'est remplacé par protéines. Oh, ça l'implique des choses. Ça implique des choses. Mais Je quelle vous laisse, sorte de sémantique ridicule que c'est ça? je vous laisse penser à ça, mais ça vient pour, ça va probablement nous paver le chemin vers les aliments créés artificiellement pour remplacer la viande. Ben là, j'espère, là, dans le sens que tu sais, t'es plus obligé de mettre de la viande, tu Mais te manques plus viande. C'est ça, mais c'est ça. Fait que ça sera plus Ça nécessairement peut de être la viande. n'importe quoi dans le fond. Ça peut être C'est des de protéines. la viande clonée. De toute façon, tout ce qui est important, c'est calculer tes protéines avant d'aller au gym. Fait que c'est pas important. C'est permet important. de gérer C'est ça. important pour les douches, pas pour moi. Bon, fait que on va aller calmer Eric, Ouais. je crois, avec un bon café. Ouais, c'est ça. Puis moi, ben, je vous quitte là, pour. Je vous laisse le reste de l'émission dans vos mains expertes, messieurs. Donc, C'est parfait. sur ce, regarde, on quitte pour une pause et on vous revient tout de suite après. Sauf toi. C'est KRL. Aujourd'hui, dès 15h, Tania Beaumont et son équipe vous attendent au Sacrilège pour l'émission spéciale du Festival d'été C'est dans le sac. Entrevues, invités spéciaux, prestations et autres folies. Pour tout savoir sur le Festival d'été de Québec, rendez-vous au bar Le Sacrilège, 447 Saint-Jean, du 4 au 14 juillet, de 15h à 18h. C'est dans le sac, une présentation de Boréal et du Café Babylone. Let's ride. Tous les soirs du 4 au 14 juillet, c'est le rendez-vous incontournable des Noctambules du Festival d'été de Québec. Venez vivre la programmation en salle, présentée par Groupe Voyage Québec. L'Impérial, le Petit Impérial, le Cercle et l'Espace Hyperion vous promettent des soirées en vente avec Louis-Jean Cormier, Family of the Year, The Sheepdogs, The John Spencer Blues Explosion, The Joy Formidable, Ostra, Nicolas Repac, Marc DiMarco et plusieurs autres. Laissez passer en vente à infofestival.com. Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Molson Coors. Producteur de véhicules électriques rechargeables, après Montréal et Québec, le circuit électrique s'installe à Sherbrooke, Gatineau, Saguenay, Blainville, Boucherville, Brossard, Chambly, Châteauguay, Deux-Montagnes, Drummondville, Lamalbaie, Laval, Longueuil, Mont-Tremblant, Montebello, Oka, Repentigny, Saint-Bruno, Saint-Eustache, Saint-Jérôme, Saint-Nicolas, Saint-Julie, Témiscouata-sur-Lac, Terrebonne, Vaudreuil-Dorion et Saint-Basile-le-Grand.
Et ce n'est que le début. Le circuit électrique prend de l'ampleur. Avec plus de 150 bornes de recharge publique dans 39 villes et 12 régions au Québec, vous roulerez toujours l'esprit tranquille. Visitez le circuitélectrique.com pour trouver une borne dans votre région. Attention, veuillez prendre note que l'émission Ma boîte à cassette a reculé d'heure. Veuillez prendre note que l'émission Ma boîte à cassette a reculé d'heure. Ma boîte à cassette avec Jean-Philippe Deschênes, maintenant de 17h30 à 19h tous les mardis. Aujourd'hui sur CKRL, à 8h, c'est l'émission Continuo. 3 heures de musique ancienne en compagnie de Denis Grenier. À 11h, les geeks contre-attaquent. Éric Lajoie, Simon Boucher et Michel Gauthier vous parlent des actualités geeks de la semaine. Et de 12h30 à 14h, les routes enchantées. Le parcours musical du dimanche avec Sandra Lamoureux, Denise Leclerc, Jean Perron et Raymond Michel. Bonne écoute. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 15% de rabais chez Seb's Thé et Lounge, 67 René Lévesque Est, et au Dorset, le restaurant pub européen, 65 rue de Buade. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais, ça peut être payant. CKRL 89.1. Revoici les geeks contre-attaque! Et nous voici de retour au Geek Contre-Attaque. Nous avons amputé un membre, et par cela je veux dire Éric Lajoie, mais nous sommes tous vigoureux et présents pour continuer l'émission. Donc je me retrouve encore bien sûr avec Philippe et Mikey. T'es pas rien avec nous autres. Ben oui. Et puis moi, ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Ça fait longtemps qu'on t'as pas entendu susurrer de doux mots avec ta voix sensuelle. Alors, dans un micro. Écoutez-moi bien la voix sensuelle que voilà. Chronique de l'étrange. Je m'y ferai jamais. Oh. Alors, pour ma chronique de l'étrange, je suis grâce aux chroniques techno que je fais tous les jeudis, je me suis inspiré de ça pour vous parler d'un truc parce que je m'en viens un geek médical, on dirait. C'est bien ça, ça en prend un à l'émission. À toutes les fois que je sors des choses qui m'intéressent, c'est du domaine médical et parlons des greffes un peu. Oh oui. Maintenant, c'est quasiment comme aller au garage, à l'hôpital, quand il faut que tu te fasses... Tu te lèves sur un lift, puis il change ton huile. Ben oui, avec les Donc, il te change n'importe quel morceau. La dernière en liste, ça va être possible, d'après le savant qui a publié l'article, dans 2 ans, une greffe de corps. Oui, j'ai vu ça. Ben, de corps ou de tête? De tête. Non, c'est la tête reste le centre, donc. Exactement. Ouais, c'est vrai. On considère ça comme une greffe de corps parce que c'est la personne qui a un problème avec son corps qui s'en fait poser un nouveau. Le cerveau Aïe, aïe. reste le même, mais tout le reste va être possible d'être attaché et fonctionnel dans à peu près 2 ans si le savant fou qui a publié l'article se fait... Il s'appelle-tu Frankenstein? Non, mais quand même... ça partit ça dans les années 70. C'était un autre chercheur qui avait fait des greffes de tête de singe sur des corps d'autres singes. Oh wow. Ça fonctionnait super bien. Quelques heures et le singe était tétraplégique, mais ça fonctionnait très bien. Il y a encore un tout petit problème. Quelques ajustements ont été nécessaires et maintenant la solution qu'ils ont réussi à pondre, c'est que ils n'arrivaient pas à connecter le bout du cerveau avec le bout de la moelle épinière de l'autre corps. Mais laisse-moi deviner, ils ont trouvé une façon. Ils ont trouvé une espèce de gel composite qui arrivait à fusionner les deux ensemble. Une genre de super glue. Un genre de super glue technologique, biologique, oui. À système nerveux.
à système nerveux. Ce qui fait en sorte que ce sera bientôt possible, lorsque on se trouve trop gros, de payer 10 millions et de se faire poser un corps plus mince. C'est grave ce que tu viens de dire là. Effectivement, ça soulève beaucoup de problèmes d'éthique. C'était pour ramener le point que j'ai... Non, mais si t'es malade, t'as besoin d'un autre corps, je peux comprendre. Ou si t'as été complètement... Mettons, Stephen Hawkins, mettons, tu greffes un autre corps, il devient super méga awesome. Mais si t'as un problème, tu sais que tu vas chercher tes corps. Je veux dire, on va dire, les gens qui sont morts de vieillesse sont trop vieux. Dans ce temps-là, ce qu'ils font, c'est des gens qui sont dans le coma et qui sont morts cervicalement. Ça, c'est pour les greffes d'organes présentement. C'est comme ça que ça marche. Ils attendent que le patient soit mort cervicalement, mais ils le gardent en vie artificiellement. Ben oui. Et après ça, ils enlèvent les organes et les envoient partout où ils en ont besoin. Il ne suffira donc que d'un corps aux mêmes proportions de coût. C'est ça, aux mêmes proportions de l'autre personne. Et tu vas pouvoir... Est-ce que le groupe sanguin, il faut qu'il soit compatible aussi? Sûrement. Sûrement. Ça doit être comme une greffe d'organes. Il doit y avoir des trucs très, très spécifiques. Exactement. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que ça nous amène quand même avec des problèmes. On s'est retrouvé rapidement avec des marchés noirs ou dans certains pays où ce que les règlements sont plus faibles, où ce que tu vas pouvoir aller te magasiner, tu vas un corps, donc tu choisis une personne, il tue la personne puis il donne le corps pour un certain montant. Oui, c'est des choses qui pourraient facilement monter. Fait qu'au lieu de te réveiller dans un... tu vas te choisir un corps d'un prisonnier condamné à mort, et puis lui, électrocuté, là, je le prends. Au lieu de te réveiller avec dans un bain de glace avec plus de reins, tu vas te ramasser juste la tête dans un bocal plein de glace. Tu vas dire, qu'est-ce qui s'est passé? Comme dans Futurama. Exactement. Mais écoute, ça coûte 10 millions. Ça coûte 10 millions à faire, comme tous les spécialistes autour de ça et la procédure, tout ça. Donc, avec les riches qui sont de plus en plus riches, pour certaines personnes, 10 millions, c'est plus rien. Regarde, Tom Cruise, il se trouve trop petit. Il va se racheter un autre corps pour être plus grand. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Mais, Tom Cruise désire peut-être mon corps. Au moins, ça me fait encore plus peur. Si Tom Cruise change de corps, au moins, si après ça, il conçoit un enfant, ça sera pas ses gènes à lui qui sera effectivement. C'est ça, fantastique. Mais parlons pas de la reproduction de Tom Cruise, c'est déjà arrivé. Alors sinon, on dérape un peu. C'est le propre des geeks de déraper. Sinon, je suis parti je vais Vas-y mon Mike. Ah ouais, donc. On t'écoute. Chronique Gadget. Wow, je l'aime donc bien ce thème-là. C'est nouveau ça, Mike. Non, c'est pas nouveau. Je sors ça des boulamites. Je crois que je l'inaugure. Ouais, c'est ça. C'est bien fantastique. C'était pour moi parce que des fois au début dans mes geektualités, je parlais souvent beaucoup de gadgets. On me dit, on préfère une chronique séparée, mais finalement on met tout dans geektualité. On donne tout ça à Mike les restants. Ça paraît vraiment qu'on est des geeks, on surcatégorise puis classe trop nos chroniques. Mais ça sert, à un moment donné, ça sert toujours. Ça sert toujours. C'est comme garder du stock pendant des années dans un garde-robe. Ça finit par servir un jour. Exactement. C'est ce que je dis à ma blonde. Je parlais du domaine médical tout à l'heure parce que, je suis un geek médical et je veux parler des Google Glass parce que ça a servi au domaine médical récemment. Parce que parmi les 2000 testeurs qui ont été, entre guillemets, choisis, c'est-à-dire qui ont payé pour être testeurs. Il y a 2 médecins qui s'en sont servis pour faire des opérations. Entre autres, Raphaël Grossman, un docteur qui a fait en détail une pose de sonde gastrique. Okay. Alors, tout en filmant, en retransmettant la procédure en téléconférence. Donc, c'était comme une conférence pour étudier la question, là. C'est pour des étudiants. Ouais, c'est ça. Les étudiants regardaient ce que... une opération au point de vue du chirurgien. Oui, c'est ça, point de vue chirurgie. Et il y en a un autre qui a fait une autre opération et il disait que les lunettes, il les a oubliées tellement que c'était confortable, tellement qu'il s'en rendait pas compte qu'il y avait les lunettes. Donc, c'est très... Mais j'y pense, ça pourrait être pratique aussi pour l'inverse. Pour les étudiants en médecine, justement, on pourrait peut-être retransmettre de l'information utile dans la Google Glass pendant des exercices d'opération. Le médecin regarde ce qu'il fait puis lui donne des conseils. Ben, ça va faire comme un jeu vidéo, là, dans pas long. On va avoir réalité augmentée qu'on appelle l'électrocardiogramme en surimpression et tout ça, la pression, tout ça, ça va être vraiment génial. Mais oubliez les Google Glass. C'est déjà dépassé.
Ben oui, je sais, C'est déjà c'est dépassé. sûr que c'est dépassé. Parce que ça va être maintenant possible de s'acheter des Verres de lentilles contact, cornéennes, oui, qui zooment. Oui, qui zoom, j'ai vu ça aussi. Alors, ça sera maintenant bien. Ben, ok. Ben, oui, le problème, c'est ça que présentement, c'est qu'il faut porter un appareil extrêmement encombrant, une sorte de lunette avec 3D. Oui, avec une seule petite lentille avec une grosse branche pleine de batterie. Alors qu'en réalité, pourquoi se compliquer la vie quand tu peux avoir des lentilles de contact direct, avec tout est directement là-dessus? Ben, exactement. Comment ça marche? Ben, ça fonctionne directement comme un micro-télescope, un jeu de miroir, tout simplement, qui a été miniaturisé, puis être capable d'implanter sur des lunettes 3D et bientôt en forme de lentilles cornéennes. Et bon, ça peut avoir des applications médicales, entre autres pallier à la dégénérescence maculaire. Les personnes âgées qui sont atteintes de cette maladie-là pourront bénéficier de cette technologie-là. Mais c'est pas le domaine médical qui ont commencé à financer le projet. Ça a été la DARPA, évidemment. OK. La DARPA qui voulait faire des espèces de super snipers, d'après moi, avec les lentilles cornéennes qui zooment. Mais non seulement ça va être bientôt possible après de pouvoir zoomer, d'avoir une surimpression, tout comme les Google Glass. Non, encore un truc que Star Trek avait prévu. Si on se souvient, dans Star Trek Premier Contact, Geordi Laforge avait troqué son visor, qui était comme un Google Glass, qu'on pourrait dire, pour des lentilles cornéennes technologiques qui zoomaient et qui avaient plusieurs types de vision. Mais parlant de Geordi Laforge, je sais pas si vous vous rappelez, avec ses viseurs sur le côté, il y avait comme deux petites fibres optiques sur les côtés qui connectaient le viseur à son cortex cervical. Il y a un gars qui s'est fait implanter un système d'aimant dans le côté des oreilles, et puis un peu comme la publicité que je vous parlais par vibration de l'autobus, ça lui permet d'écouter la musique par la vibration de ces aimants-là à partir d'un appareil qui porte autour du cou. OK. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir d'écouteurs, lui. Il branche son lecteur MP3 après un genre de collier, et puis ça envoie un signal magnétique aux deux aimants dans ses tempes, implémentés en dessous de sa peau, et la vibration fait qu'il entend la musique par conduction osseuse. Intéressant. Oui, mais j'ai peur pour les effets à long terme que ça peut avoir. Oui, mais il y a beaucoup de gens, j'ai oublié le terme exact, mais la mode de l'automodification du corps a commencé à monter beaucoup dans les dernières années. Oui. Il y avait des gens qui s'implémentaient des aimants dans les doigts ou dans le poignet, je suis plus trop sûr exactement de l'endroit. Je pense que c'est dans les doigts. Puis ça faisait qu'avec leurs mains, ils sentaient les champs magnétiques. OK. La vibration de l'aimant et puis tout ça. Une fois qu'il devenait une genre de boussole géante. Ça leur donnait un sens supplémentaire qu'ils n'étaient pas nécessairement capables de comprendre parce que c'est complètement nouveau, puis ça se rajoute au corps, mais ça allait, d'une certaine manière, chercher il était capable de sentir des choses supplémentaires que nous, on n'est pas capable de sentir. Donc, les gens ont déjà commencé, de façon maison, à se rajouter des sens. Oui, mais la singularité s'en vient. Ils savent pas encore à quoi ça sert. Ils se rajoutent des sens. C'est comme si je rajoute... Ça n'a pas de sens! Ben, ça n'a pas de sens. C'est comme si je rajoute un moteur de Ferrari après ma tondeuse, puis OK, c'est super cool. Je sais pas à quoi ça sert, mais check comment c'est cool. Mais tu peux le faire, mais non, on sait pas exactement à quoi ça sert, mais c'est de l'expérimentation comme ça qui, un jour, va nous amener à quelque chose d'autre, là. Effectivement. La singularité s'en vient. La singularité s'en vient. Sinon, c'est à peu près ça. Sinon, je veux faire un retour rapide sur un gros bloom algal jamais égalé dans l'histoire de l'humanité. Ah non, pas ça. Oui, c'est entre la Chine et la Corée du Nord que ça a lieu en ce moment. Et les gros camions ont retiré des plages plus de 7000 tonnes d'algues juste depuis le début du mois de juillet. OK. Est-ce qu'on sait pourquoi ça arrive? C'est surtout, ça peut pas avoir d'autre cause que anthropique, c'est-à-dire à cause de l'homme qui fait beaucoup de phosphore dans l'eau et tout ça. On change lentement le pH de l'océan. C'est ça, à cause de la pollution, la nature réagit et de plus en plus violemment. Et c'est ça, elle a cru bon d'envoyer des tonnes et des tonnes d'algues vertes dans les cours d'eau entre la Chine et la Corée du Nord. C'est pas toxique par contre. C'est juste désagréable. C'est juste bien désagréable. Et j'espère qu'ils vont trouver une manière de l'apprêter pour guérir toute la faim dans le monde grâce à notre propre pollution. Ça serait vraiment... Il y a un moyen de faire de l'essence aussi avec des algues. Peut-être qu'ils pourraient utiliser ça pour... Oui, il y a des algues qui se nourrissent de dioxyde de carbone et d'azote.
et qui grossissent grâce à ça et ils se gorgent d'hydrates de carbure, ce qui peut donner du biocarburant. Donc, c'était aussi utiliser des systèmes de champignons puis d'algues lorsque BP avait eu des problèmes avec la fuite de leur négligence criminelle, disons-le ainsi. Et il y avait justement un mélange de champignons et d'algues pour de faune microbiotique pour nettoyer ça. Mais pour aller avec tes algues, l'acidification des océans, bon, c'est un fait, on peut plus vraiment dire que c'est pas vrai. Est-ce que c'est causé par l'homme? On peut en débattre toute la journée. Mais présentement, l'Angleterre a un gros problème. Autour des îles britanniques, il y a une recrudescence et une augmentation fulgurante des méduses qui commencent à tuer les espèces natives. Mais d'où viennent ces méduses? Ben, on a découvert que dans son cycle de reproduction, l'acidité stimule l'éclosion des œufs de méduses. OK. Donc, lorsqu'il y a des vagues d'acidité dans l'océan, ça fait partir tout d'un coup quasiment toutes les éclosions de bébés méduses qui sont sur place. Donc, présentement, puis en plus, les méduses, c'est des créatures qui vivent bien avec peu d'oxygène. Puis ils n'ont pas de prédateurs naturels non plus. Dans ces endroits-là, ils ont peu de prédateurs naturels. Fait que lentement, les océans vont être de moins en moins vivables pour les poissons et de plus en plus vivables pour les créatures monstrueuses marines. Je suis donc plein de bonheur. On devra donc, dans le futur, se nourrir d'algues et de méduses. Il y a des recettes aux méduses. Ben, OK. On appelle ça jello de méduse. Un pudding marin. Inspirant. Donc, je pense qu'on va aller en musique. Hein? Oui, on va aller en musique pour penser à tout ça. La chanson de la semaine 2! Gracieuseté de Philippe Jacques. Oui, effectivement, ça sort d'un album qui s'appelle The Hyrule Symphony. Donc, c'est du Zelda symphonique. C'est tiré de du jeu Ocarina of Time. Donc, la chanson s'appelle Hyrule Field Theme. Donc, on s'en va écouter ça en musique.
Et vous êtes de retour au Geek Contre-Attaque à l'antenne de CKRL. Monsieur Jacques, qu'est-ce qu'on vient d'écouter? C'est le thème de Hyrule Field Team. Donc, de Ocarina of Time réorchestré. Par un orchestre? Par un vrai orchestre. Par un vrai orchestre? Oui, avec des gens puis des violons. Fantastique. N'inversons pas ces deux mots-là. Bon, nous allons donc passer à une prochaine chronique, Monsieur Mikey. Une toute nouvelle chronique. La Geek Contre-Attaque vous présente la rubrique historique avec Philippe Jacques. Ok, je sais, ça manque de clavecin, là. C'était donc ben excellent. Wow. Oui, car je ne peux pas me contenter juste de pyrologie. Alors, je vous reviens avec une nouvelle chronique qui va relater l'histoire, les grands moments d'histoire geek. Alors, c'est bien. Donc, tout le monde, allez vous chercher un verre de Porto, mettez votre monocle, installons-nous autour du feu de foyer, en dessous, bien sûr, de la tête de basilisque que nous avons chassé, et discutons de l'histoire de l'humanité. Donc, je vais starter cette série-là avec l'histoire des jeux vidéo. Donc, ça va être en plusieurs blocs. Okay. Donc, on va commencer avec le bloc 1. Ça vous invite d'ailleurs à la maison à revenir à toutes les semaines. Donc, Mike, je crois que tu as une intro pour moi. Ben oui. Et en attendant cette intro, voilà. 1969. Une petite compagnie fondée par deux universitaires suivra son destin. Changer le monde. Cette même compagnie sera à la base même d'un empire qui vaut désormais des millions. Pour ce faire, ils inventeront le passe-temps préféré de tout geek qui se respecte, les jeux vidéo. Vous l'aurez deviné, c'était inévitable. Mesdames et messieurs, faites place, car cette compagnie de réputation mondiale récupérera enfin ses lettres de noblesse grâce à moi. Oui. Cette compagnie fantastique dont je ferai ici même l'éloge au Geek Contre-Attaque se nomme CZG Co. OK. Donc, nous parlons ici de CZG Co. Oui, que je connais parfaitement pas du tout. Tout ce beau build-up pour rien. Mais en fait, votre instinct ne vous a pas trompé parce que CZG Co, c'est simplement le premier nom de la compagnie Atari. Je le savais. Je savais pas que c'est son premier nom, mais je m'attendais. Parce qu'en cherchant à s'incorporer sur le marché, CZG s'est aperçu que le nom était déjà pris par un fabricant de chandelles local. Oh non! Donc, le nom était le troisième. Atari était le troisième sur la liste qu'ils avaient. Ça vient d'un terme d'attaque du jeu de Go, qui est un jeu de table d'origine chinoise. Oui, c'est très cool, le Go. D'ailleurs, si vous jouez pas au Go, allez jouer au Go après l'émission. Et c'est comme ça qu'Atari est né. Mais j'aimerais pour prendre le temps de vous raconter les grandes lignes de l'histoire d'Atari, une compagnie américaine mythique qui a vécu de très grands hauts, des bas, ma foi, abyssimaux. Ouais. On réussit à creuser des sous-sols supplémentaires au sous-sol pour aller plus bas. Au début des années 60, l'industrie du jeu vidéo était très loin d'être ce qu'elle est aujourd'hui. En fait, elle était à ses premiers balbutiements parce que le seul endroit où jouer à des jeux, c'était à l'université où l'utilisation des ordinateurs était fréquente. Ben oui, c'était dur d'avoir un ordinateur à cette époque-là. Il y avait quasiment juste les universités qui avaient ça. L'ordinateur personnel n'était pas encore une chose qui existait. Non. Il va falloir attendre les années fin 70 pour avoir ça. C'est là que Nolan Bushnell, un étudiant, a été mis en contact et inspiré par le premier jeu connu, Space War, en 1961. C'est un jeu de vaisseau du style un peu d'astéroïde. Je sais pas si tu te souviens d'astéroïde. Oui, le petit triangle qui faisait exploser des formes rondes croches qui avaient le cancer. Ça se jouait sur l'écran d'un espèce d'oscilloscope. Oui, les premiers jeux d'ailleurs venaient sur l'oscilloscope. Les gens de... Oui. C'était fascinant. Bushnell rencontre alors un collègue, Teb Dabney, et décide de se partir en affaires et ils fondent CZG en 1969. Leur premier jeu sera aussi le premier cabinet d'arcade du monde. Wow. Ça s'appelle Computer Space, qui est un clone amélioré de Space War.
Cependant, les contrôles sont beaucoup trop complexes pour le public en général, puis le projet, ça va être un flop. Mais... Bon, ben Atari commence avec un flop, avant même d'être Atari. Et voilà. Ben, après ça, ils ont changé de nom pour Atari en 72. Leur plan est beaucoup plus clair, car l'idée de l'arcade est bonne, mais il faut la simplifier. Le coup de génie frappera Bushnell alors d'une démo du Magnavox Odyssey, qui est la première console de maison, si on veut, au monde. Le jeu créé par Magnavox, ça ressemble au ping-pong, et c'est la simplicité. Cette simplicité-là inspirera Bushnell pour en faire une version. Donc, le premier projet d'Atari sera l'arcade Pong et sera testé dans un bar. Et moi qui croyais que Pong était le début de l'histoire des jeux vidéo, tu viens de m'en prendre sur l'histoire. Non, il y avait des c'est choses ça mon but avant, avec cette chronique. Mais le Pong a quand même parti. Oui, c'est ça. Le Pong était le premier sur la piste de danse à essayer de faire lever le party. Là. C'est ça, et ça a marché parce que dans l'environnement du bar, le jeu est devenu rapidement un succès fulgurant. Les contrôles avaient été simplifiés, puis ils ont rajouté un système de pointage avec le programmeur Al Acorn qui a eu cette idée-là. Ça a contribué très grandement au succès de Pong parce que la première version de Magnavox, non seulement tu pouvais te déplacer partout dans l'écran, les palettes, là. Fait que t'avais pas vraiment d'équipe, là, tu pouvais aller partout dans l'écran. Ouais. Et en plus, ils comptaient pas le pointage. Okay. C'était un petit peu plate, tu sais. Ouais. Fait que les autres, ils l'ont amélioré. Oui. On peut dire aussi que cette arcade est l'ancêtre des pirates informatiques, car elle permettait d'avoir des parties gratuites de plusieurs façons. Si on frappait une des vis du cabinet dans le bas, d'une certaine façon, avec un objet dur, on créait une vibration harmonique qui donnait une partie gratuite si on était chanceux. Wow. Une deuxième façon, c'est en climat sec. Il était possible d'accumuler de la statique sur un tapis, puis de toucher une des vis sur le dessus de la machine et d'avoir encore une fois une partie gratuite. Bushnell s'est rendu compte aussi, à un moment donné, ils ont rouvert les propriétaires d'arcade, ils rouvraient le compartiment des sous et ils trouvaient juste de la vapeur d'eau, rien. Ils trouvaient pas de scène. Ils disaient, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont aperçus qu'il y a des jeunes qui faisaient des moules de 25 cents dans de la terre cuite, puis qu'ensuite, ils mettaient de l'eau là-dedans, ils mettaient ça au fret, au congélateur, puis ça faisait des 25 cents en glace, qui faisait fonctionner l'arcade. Mon Dieu. On dit que c'est créatif. Bien sûr, la compagnie va réviser ses machines pour contrer ces problèmes-là. Et grâce à Pong, Atari vaudra déjà 3,2 millions à la fin de 72. Là, c'est des millions de 72. C'est des millions de 72. Hey. La première console maison d'Atari, originalement nommée Home Pong, sera la première d'une longue série de consoles Pong. Ça, Ça a starté la Pong War, si on veut. Toutes les consoles, même Nintendo, sortaient des consoles Pong. Mais là, à l'époque aussi, les consoles, ça n'avait qu'un seul jeu. C'était ta machine, c'était le jeu, était dans la console. Il n'y avait pas de cartouche, il n'y avait pas de C'était une version de Pong avec des variations. Peu importe, il y avait plusieurs variations. Là, c'est ça. Mais à l'époque, c'était selon une les console, compagnies. un jeu. Ouais. Et cette guerre de Pong va durer jusqu'en 77. En 76, Bushnell va vendre ses parts à la Warner, dis-je, pour 28 millions. Après cet achat-là, le climat de la compagnie va complètement se dégrader. Fini les heures flexibles, fini les vêtements frivoles, fini les loisirs pour brainstormer, les parties dans les spas, tout fini. Pas les parties dans les spas. L'industrie du jeu vidéo tourne autour des parties dans les spas. Oui, mais Atari la Warner avait pas compris à ce moment-là. Fini aussi le respect des employés de la part de la direction parce que les programmeurs se verront refuser le droit d'inclure leur nom au générique de leur propre jeu. Je sais où ce que ça mène. Oui, ça mène que les programmeurs l'ont caché dans le code du jeu. Donc, c'est les premiers Easter eggs. Oh! Oui. C'est intéressant quand même. Oui. En 77, marque l'arrivée sur le marché de la première console à cassette d'Atari nommée la VCS. Ce nom sera changé pour l'Atari 2600 en 1982. Et on se rappelle de l'Atari 2600 comme étant la belle console avec un beau facing en bois. Oui. Oui. J'ai eu des milliers d'heures de jeu sur... Tout est plus beau avec un devant en bois. Je sais pas si vous avez vu le montage que le monde avait fait de la Xbox One avec un devant en bois. Et c'est super beau. Maintenant que l'Atari 2600 fait son apparition dans ton historique, je crois que c'est un jalon important. On peut aller à une pause. OK, c'est bon, ça me va. Et au retour de la pause... On continue ça. Plus d'historique. Au Geek contre-attaque.
Vous écoutez CKRL 89.1. Québec. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Voici Mikey G, en direct de la salle de bain sur la 3e. Oui, ici Mikey G, je suis présentement en direct de ma salle de bain sur la 3e avenue et tout doit partir. Nous avons en spécial cette semaine une brosse à dents, mesdames, messieurs, et il reste encore un peu de plus sur les poils, donc très utilisable, évidemment. Vous désirez vous annoncer à CKRL dans un concept original et unique? Contactez notre service des ventes au 88 640 25 75 poste 207. Aujourd'hui, dès 15h, Tania Beaumont et son équipe vous attendent au Sacrilège pour l'émission spéciale du Festival d'été C'est dans le sac. Entrevues, invités spéciaux, prestations et autres folies. Pour tout savoir sur le Festival d'été de Québec, rendez-vous au bar Le Sacrilège, 447 Saint-Jean, du 4 au 14 juillet, de 15h à 18h. C'est dans le sac, une présentation de Boréal et du Café Babylone. Je suis une fan de Jim Morrison. J'aime beaucoup la façon dont il réussissait à répéter des phrases puis comment ça pouvait devenir vraiment envahissant puis vraiment agréable. Une échappée dans l'univers d'Hôtel Morphée, à Sentier Secret, mardi 9 juillet à 9h. Aujourd'hui sur CKRL, à 8h, c'est l'émission Continuo. 3 heures de musique ancienne en compagnie de Denis Grenier. À 11h, les Geeks contre-attaquent. Éric Lajoie, Simon Boucher et Michel Gauthier vous parlent des actualités geeks de la semaine. Et de 12h30 à 14h, les routes enchantées. Le parcours musical du dimanche avec Sandra Lamoureux, Denise Leclerc, Jean Perron et Raymond Michel. Bonne écoute. Let's ride. Tous les soirs du 4 au 14 juillet, c'est le rendez-vous incontournable des Noctambules du Festival d'été de Québec. Venez vivre la programmation en salle, présentée par Groupe Voyage Québec. L'Impérial, le Petit Impérial, le Cirque et l'Espace Hyperion vous promettent des soirées enlevantes avec Louis-Jean Cormier, Family of the Year, The Sheepdogs, The John Spencer Blues Explosion, The Joy Formidable, Ostra, Nicolas Repac, Marc DiMarco et plusieurs autres. Laissez passer en vente à infofestival.com. Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell, en collaboration avec Molson Drive. Vous avez un projet d'entreprise? Venez rencontrer les professionnels du Centre local de développement de Québec qui sauront vous accompagner dans les différentes étapes de votre projet. Visitez la porte d'entrée des entrepreneurs, le clddequebec.qc.ca. Et nous voici de retour. Donc, Monsieur Jacques, avant la pause, vous continuez sur un historique sur l'histoire des jeux vidéo. Et nous arrivions à un moment extrêmement important. Oui, plus précisément, on est dans l'histoire de la compagnie Atari. Et on était rendu à la console, la 2600, une console, ma foi, mythique. J'ai une petite anecdote sur la 2600, ce qui est ma première console à vie. Pendant que tout le monde se vantait avec leur Nintendo, leur Super Nintendo, moi à la maison, je n'avais qu'un Atari. Moi aussi. Et j'ai eu quand même des tonnes et des tonnes de plaisir. Mais j'avoue que quand j'ai eu mon Super Nintendo, j'étais vraiment heureux. Bon, pour en revenir à la 2600, c'est une console qui a eu une... OK. Le prix de lancement était de 200$ et la librairie de départ comprenait 9 titres seulement, mais rapidement... maintenant, quand la durée de vie, qui a été immense, de 15 ans, de la console a été arrêtée en 92, on comptait dans la librairie environ 500 jeux, quand même respectable. Oui. Et parlant de la 2600, je vous ai amené 2 annonces publicitaires qui passaient à l'époque ici au Québec, juste pour nous remémorer un peu, nous mettre dans le bain, là. Bon, fait que, Mikey... Commençons avec la première. Yes. Une petite douceur. Monsieur le directeur. Qu'est-ce qu'on entend là? Oh, ça doit être amusant, ça! Ça, c'est Atari. Des jeux vidéo follement passionnants. Atari, ça se branche sur votre téléviseur. Atari, c'est plus de 50 cassettes de jeux différents.
Atari, c'est plus de 1500 jeux vidéo qui vont amuser, qui vont exciter toute la famille. J'ai gagné. C'est plus efficace qu'au bureau. Atari, 1500 jeux vidéo qui déchaînent les passions. Oh, oui. Mon Dieu, c'était tellement... J'ai pas pu résister à la tentation de mettre un peu de pyrologie dans ma chronique historique, là. Oui, mais c'est très fixé dans une époque comme publicité. Effectivement, mais le pire, c'est que j'ai gardé la meilleure pour la fin. Mais Mikey, on a une deuxième. OK. Je suis pas sûr. Il a peur. Pour Noël, il y a des cadeaux pour les enfants et des cadeaux pour les parents. Mais avec le jeu vidéo Atari, enfants et parents peuvent s'amuser ensemble. Non seulement Atari vous propose Pac-Man et Space Invaders, mais il présente maintenant Yars' Revenge. C'est bon, ça. Voilà pourquoi Atari, c'est la passion. Allez, laisse gagner papa. J'essaye. Atari, le jeu vidéo qui déchaîne les passions. Fallait pas essayer de vendre la console juste par le son à cette époque-là. C'était douteux à souhait, hein. Ah, mais non. Retournons dans le sérieux. En 1979, le style de la Warner, de la direction, dégoûte complètement les employés. Donc, Bushnell quitte. Peu de temps après, 4 programmeurs vont faire de même et vont fonder, Simon? Activision, oui. Dans le fond, les 4 programmeurs, ça venait aussi derrière le fait que, il y a des problèmes dans la compagnie, et 2, aussi le fait qu'il y avait aucun crédit sur leur travail. Ça a fait qu'ils sont partis avec un gars de la finance, puis ils sont partis et ont commencé à partir de leur compagnie. Oui, et ça a donné quand même des bons jeux comme Pitfall et River Raid, entre autres. Chopper Command. Ah, je ne connais pas lui, mais... Okay. Tu connais pas Chopper Command? Non. Ah, mon Dieu. Ah, ben, regarde, j'ai un Atari 2600 chez nous encore. Il est fonctionnel. Donc, tu m'amènes la cassette puis on se tape ça un soir. C'est un des plus grands classiques. Moi, mon préféré, c'était Defender, en tout cas. Oui. C'était pas Activision, mais c'était excellent. Bushnell, lui, va fonder une chaîne de restaurants américaine. Ça s'appelle Chuck E. Cheese Pizza Time Theater. C'est un concept qui va allier la pizzeria, l'arcade et le cinéma. Et les robots animés à la Walt Disney World. Oui, c'est assez intense comme concept. Pour en revenir à Atari, l'attitude nonchalante de la direction va lui valoir son plus grand coup de pied aux fesses en 82. Parce qu'il surfe encore sur la vague du 2600. Atari tire encore très bien son épingle du jeu avec la compétition qui est l'Intellivision et le Coleco. Mais ils s'en sortent tellement bien qu'ils vont se soucier de moins en moins de la qualité des jeux vendus, et en se disant qu'ils vont pouvoir vendre n'importe quelle cartouche à n'importe quel prix, même si leur contenu était le même que celui de vos intestins. C'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'ils vont sortir le très mauvais port de Pac-Man et l'indigeste jeu E.T., la première licence du jeu basée sur un film. C'était le début de la fin. La mauvaise réputation des jeux de films commence à ce moment-là. Drette au début, tu sais. Malheureusement, au manque de temps accordé au projet, au moral cynique des programmeurs, aux attentes de vente farfelues, les cartouches s'avéreront invendables et causeront bien sûr le grand crash des jeux vidéo de 1983. Ouais, c'est une série d'événements. Avec la suite qu'on connaît du landfill... Ouais, la décharge au Nouveau-Mexique, qui sont d'ailleurs des Canadiens sont en train d'excaver pour essayer d'obtenir les terribles secrets souterrains. J'ai tellement hâte de voir ce qu'ils vont trouver, et on va tellement être déçus de voir que c'est juste des piles de E.T. Non, il va y avoir des squelettes là-dedans. Il va pas avoir des squelettes. Ah oui, il va y avoir le gars de Pitfall qui a jamais remonté de son pit. Non, exactement. Blessé, Atari va tenter de se relever. C'est là qu'une petite compagnie débutante dans le marché cogne à la porte d'Atari pour signer des ententes. Cette compagnie-là se nomme Nintendo et désire commercialiser aux États-Unis la console Famicom qui deviendrait la NES ici en Amérique du Nord. Atari passe à côté du deal parce qu'ils sont trop empiétrés financièrement et pris de court par des changements au niveau de la direction. Mais la gaffe qu'ils ont fait. Et voilà. C'est le début de la fin. Effectivement, Atari est connu pour ses erreurs de jugement. C'en est une. Ils vont tenter encore de sortir du marasme en sortant rapidement l'Atari 5200, mais les consommateurs sont simplement plus intéressés à ce point-là. Ils vont bouder la console. La même chose va arriver avec l'Atari 7800 en 1986, qui est pourtant une très bonne console. C'est la première d'ailleurs qui est rétro-compatible. On pouvait mettre là-dedans des cartouches de 2600 et ça les jouait sans problème. Il faut dire qu'à ce point-là, la compétition était beaucoup plus féroce qu'avant avec le Sega Master System et la Nintendo NES sur le marché. Mais ça, c'est des sujets pour la suite de mes chroniques. Ah, ben oui. Pour une prochaine fois.
Mais c'est OK. Par la suite, Atari sera revendu à l'ancien CEO de Commodore, qui voudra faire de la compagnie un leader dans le marché de l'ordinateur personnel. Inutile de dire que la manœuvre échoua lamentablement. Encore? Et oui, il va falloir attendre 89 et la console portable, la Lynx, avant qu'Atari renoue avec l'expérience d'une console de jeux vidéo. La Lynx, c'était pas la console couleur trop chère? Oui, effectivement, mais elle s'est faite supplanter par la Game Boy, qui était justement, malgré son écran noir et blanc. Non. L'écran était épinard et kaki. Oui, précisément. Ils vont se faire supplanter, mais aussi à cause de la consommation de batterie. La Lynx était immensément énergivore. Était-tu pire que la Game Gear? Je me rappelle de ma Game Gear qui prenait 6 batteries. Je pense que c'est équivalent. OK. Ouais. Mais non, la Game Gear, on l'a joué uniquement branché sur le mur, sinon c'était pas pratique. Ah non, sinon c'était pas pratique, là. Tu pouvais jouer 2 heures, puis t'avais plus de batterie, il fallait que tu retournes au Canadian Tire. Ou au Radio Shack, parce que c'était l'époque du Radio Shack. Oui, on continue. Effectivement. Encore prête à se battre pour un dernier round et afin de compétitionner contre le tout nouveau Super Nintendo, Atari va sortir le Jaguar en 1993. Beaucoup plus puissant que la compétition, la console de 64 bits sera tout de même écrasée sur le marché et discontinuée en 96. Il faut dire que la qualité des jeux est pour quelque chose là-dedans. Là. J'ai pas quelques exemples, là, mais ils ont pas sorti grand-chose et ça valait pas grand-chose non plus. Après cet énième échec, la compagnie sera revendue à un manufacturier de disques durs, JTS Inc. et tombera dans l'oubli collectif. Hasbro rachètera en 98 pour ensuite revendre à Infogrames en 2001. Donc ça fait beaucoup de changements en très peu de temps. Mais à ce moment-là, on peut dire que Atari se fait balloter d'un propriétaire à l'autre, carrément. Puis à ce temps, c'est juste un nom qui sert à publier des jeux vidéo. Effectivement, un peu comme Sega. C'est ça qu'ils font. Ils font des jeux sous différentes consoles. Juste avant d'aller trop loin, ici, pour la Jaguar, quand elle est sortie, elle était quand même à 250 $. C'est pas si pire pour la puissance de la machine. Oui, mais on parle de 250 $ pour une console en 93. C'est sûr. Ça, la Super Nintendo devait être 150 pièces, quelque chose genre. C'est ça, c'était juste pas... C'était pas viable. Non, ils pouvaient pas compétitionner. C'était une bonne console, mais ils ont pas réussi à la faire sortir. Mais tu savais que j'ai posté ça sur le Facebook des Geeks Contre-Attaque. D'ailleurs, que la Jaguar était devenue un appareil de dentisterie. Quelqu'un s'est servi du moule pour faire un appareil de dentisterie avec ça. Donc, ça ressemble vraiment à la Jaguar au mur, mais ça sert à fouiller dans la bouche et réparer des caries. Beaucoup des points quand t'enlèves une carie. Oui. Point de suture. Par exemple, Atari, même s'ils sont plus tranquilles ces temps-ci, ils gardent quand même si on veut, la mémoire de leurs jeux passés à jour en mettant des versions de consoles miniatures, des plug and play, comme la Atari Flashback, qui joue des ROM d'Atari 2600 sur une télé. C'est quand même intéressant pour ceux qui aiment le concept, mais c'est sûr que ça n'a pas levé non plus. Parce que tu sais aussi que t'es en train de mourir quand tout ce qui te reste, c'est revendre ce que t'as fait il y a 20 ans. Oui, mais il y a un très bon marché pour la nostalgie. Oui, mais c'est ça, mais t'avances plus vers l'avant, tu restes non, c'est sûr. D'ailleurs, quel est le dernier jeu d'Atari que t'as joué? Je suis pas mal sûr que tu t'en rappelles plus. Non, effectivement. Non, ils ont acheté les studios Cryptic, ils font quand même beaucoup de ils publient quand même beaucoup de jeux, là, présentement. Ils sont plus publishers, ouais. Je me rappelle, il des années, j'ai joué à un jeu version Atari de Megaman. C'était laid. Est-ce que c'était un homebrew ou c'était officiel? Non, il y a eu une version officielle. Ah, c'est comme le jeu, vous saviez que le premier jeu de Mario était à l'Atari 2600, ça s'appelait Mario Bros. Et c'est quand on joue à deux à Mario 3, le petit mode qu'on se mâche des oui, on tue des tortues puis des crabes dans un tableau un tableau avec des tuyaux. C'était la même chose en version LED avec des pixels. Mais c'est le premier jeu de Mario Bros. Ouais, Mario Bros. Puis au Nintendo, c'était Super Mario Bros. Ouais. Parce que, c'est ça. Parce qu'il était plus super. On s'entend. En conclusion, on peut dire que le succès et surtout les échecs d'Atari ont réellement forgé l'industrie du jeu vidéo moderne à partir de rien. Et on dénigre trop souvent la contribution de ce vétéran, pourtant énorme, à la courte histoire du jeu vidéo en général. Cependant, l'avenir s'annonce plutôt nuageux,
car le spectre de la faillite n'est jamais bien loin depuis 1983. Mais là, en 2008, ils ont été achetés complètement par, je crois, Infogrames, ici que j'ai sur le et Wikipédia. Infogrames a changé de nom pour Atari. C'est ça, fait que présentement, Atari, c'est une sous-catégorie dans une autre compagnie qui a changé son nom. D'ailleurs, vous savez que CCG, ça voulait dire, c'est un terme, je reviens à CCG. Ouais, l'original. Oui, c'est un terme d'astronomie qui est relatif à l'alignement des planètes. Et c'est justement à se demander si Atari n'est pas né sous un mauvais enlignement. Parce que ça s'enligne très mal pour eux autres. C'est comme rendu la composition des saucisses à hot dog du jeu vidéo. Effectivement. Ouais. Il n'y a plus rien de l'original depuis environ 30 ans. Fait que passons à autre chose. Ben, merci, Philippe. Mais donc, respect pour ce géant maintenant moribond. Oui. Pour ce qui en reste. Ce géant d'acier au pied d'argile. On parlait c'est beau, Mike. On parlait tantôt aussi de transfert de corps. C'est effectivement juste une tête qu'on regreffe sur autre chose. Exactement. Donc, je crois qu'on va aller vers quelque chose de sympathique. Ah, ben oui. Toujours. La chanson de la semaine 3! Wow, c'est presque aussi intense que mon intro de 2001 Odyssée de l'espace. Donc, on a une dernière chanson, je pense que c'est encore toi, Philippe, qui l'a sélectionné. Effectivement, ça s'appelle Tetris Thème A et B. C'est du groupe Metal Power Glove. Désolé de te reprendre. Thème BC. Ah, ben c'est ça. Ben je l'avais pas sous les yeux. Donc c'est ça, le groupe s'appelle Power Glove et font des reprises de jeux vidéo et de cartoons. Ça a l'air épique. C'est épique, c'est assez ça garoche pas pire. Mike, starte-moi ça. Excellent. C'était ça qui était ça. Hein? Hey, mon collaborateur Simon Boucher est tout pété à force de slammer avec moi dans les studios. Donc, Philippe, qu'est-ce qu'on vient d'écouter? C'était Tetris Thème B et C du groupe Power Glove. Là, on a les bonnes lettres cette fois-ci. Excellent! Je me suis fait out-geeker tantôt par
Mikey, solide. Oui. Il aurait fallu que t'écrives le nom sur une petite feuille. C'est ça qui se passe. Mikey, il nous reste 12, même pas 10 minutes à l'émission. Peux-tu nous partir avec le dernier thème? Même pas. Oh oui, mais je sais pas, tu vas être surpris. OK. La chronique télé avec Simon Boucher. Ah ah. Débrouille-toi avec ça, mon grand. On va faire avec, parce que comme on vous dit, on a beaucoup trop de catégories, mais on aime ça être trop pointu. Fait que là, on aime ça aussi voler les thèmes à Laura Maheu. C'est ça. Était où notre catégorie spéciale télévision, qui est pas une série télé, mais c'est un épisode unique, mais c'est pas non plus un film, mais ça dure 1 heure. Fait qu'on a pris la série télé puis on l'a modifié. Laurent Maheu maintenant tourne dans sa tombe s'il est décédé depuis la dernière fois que je l'ai vu. S'il est toujours vivant, il a les oreilles qui bourdonnent et non pas à cause des aimants qu'il s'est implanté. Donc on revient bien sûr à nos jokes de tantôt. La plus longue phrase de l'humanité. Non, penses-tu que Laurent Maheu a un cerveau à ordinateur quantique? Ouais, moi je pense que oui, il est quantique. Mais oui. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un spécial d'humour. C'est pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est extrêmement geek. C'est un show d'humour d'1 heure fait par John Hodgman. Donc, pour ceux qui savent pas exactement c'est qui, il a travaillé sur le Daily Show, mais aussi ceux qui se rappellent la série d'annonces pour la compagnie Apple avec « Bonjour, je suis un Mac et je suis un PC » avec Justin Long. C'est lui qui jouait le PC. C'est lui qui était drabe et en complet. Effectivement. Donc, Ragnarok, c'est une série de spectacles qui a fait une tournée et il a fait le dernier épisode, bien sûr, le 21 décembre 2012, au moment où la fin du monde Maya devait arriver. Et c'est d'ailleurs le thème de cette série de spectacles-là, c'est la fin du monde. Intéressant. Oui. Donc, personne n'est mort et on est encore en vie pour en parler. Non. Donc, effectivement, la prémisse, c'est un show, comme on va dire, de stand-up comique. Donc, un homme seul au centre devant un petit décor relativement complexe dans son cas et un micro devant une salle. C'est filmé dans une salle pleine à craquer, bien sûr. Et c'est l'histoire d'un millionnaire excentrique qui se prépare à la fin du monde. Mais pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que les termes à l'intérieur sont extrêmement geeks. Il fait souvent référence, bien sûr, à des créatures Lovecraftiennes qui vont se réveiller donc, du fond des eaux. et autres. Sans les nommer, mais oui. Donc, une créature qui était le nuage à dents, qui chacune des dents vibrait de façon différente pour nous dévorer de l'intérieur. Wow! Oui, non, bien sûr, ça parle de termes nécessaires pour aller avec la survie dans une apocalypse. Donc, pourquoi c'est important de garder des genres d'urine et des entreposés en grande quantité, ainsi que de mayonnaise, parce que bien sûr, selon lui, l'urine et la mayonnaise sont les deux choses les plus importantes à avoir lors d'une apocalypse. Pourquoi tu peux faire des explosifs comme MacGyver? Mais oui, parce que tu peux t'en servir bien sûr pour re-rendre la terre fertile, désinfecter des plaies. La mayonnaise est un excellent produit pour aider à l'entretien des cheveux et aussi est riche en éléments nutritifs, en oméga et tout ça. Donc, c'était les deux choses importantes à avoir. Un jour, la mayonnaise sauvera le monde. Effectivement. Il parle bien sûr... il y a un segment qui parle de sport, mais d'un point de vue des geeks. Même on est rendu à un troisième état de méta sur le concept de football, qui bien sûr est un jeu qui ne se joue pas avec les mains et qui ne peut pas, et la balle ne peut pas être décrite comme une balle à cause de sa forme difforme. Donc, il parle de sport pendant 20 minutes de manière extrêmement geek. Il parle de survie de fin du monde. Il y a un petit peu de zombie à l'intérieur de ça. Ah ben oui, ça en prenait. Ben oui, je veux dire, il y a pas de zombie dans un spécial sur la fin du monde puis l'apocalypse. Qu'est-ce qu'on fait là ici? Bon, les causes de la fin du monde, comment survivre, pourquoi certaines personnes sont mieux placées à survivre que d'autres, la repopulation bien sûr nécessaire après à la fin du monde. Donc, le tout entrecoupé de 2 petites séquences musicales incluant bien sûr du ukulélé parce que c'est geek. Est-ce que ça inclut aussi des mayas? Pour oui, inclure bien sûr. la fin du monde? Oui, il y a des références au calendrier Maya à plusieurs moments, bien sûr. Et à la fin, un long monologue triste. Lorsque je vous vends de punch, la fin du monde arrive pas. Ah! Donc, un long monologue triste. C'est un petit show, ça dure 1 heure. C'est disponible pour ceux-là qui ont Netflix. Sur Netflix, donc, Ragnarok par John Hodgman. Ceux qui n'ont pas Netflix, ben, puis vous l'avez toujours pas, si vous n'avez pas utilisé votre 30 jours gratuit, allez écouter les Arrested Development, Ragnarok, il y a plein, c'est un autre exclusif Netflix qui vaut la peine. Donc, c'est un excellent petit spectacle humoristique
pour les geeks et qui touche beaucoup des thèmes de choses qui nous touchent de près. Parce que on veut tous, dans le fond, nous, que la fin du monde arrive à un moment donné et qu'on soit là pour la vivre. Mais t'sais. comme il amène un peu à l'intérieur, on est les moins bien placés pour survivre à la fin du monde parce que beaucoup d'entre nous dépendent de médicaments, parce que pour les pompes, ces choses-là. Ouais. Sinon, pour ce qui est de courir, de sauter et de grimper, on est souvent pas les mieux placés. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut tant cette fin du monde ou cette apocalypse de zombies alors qu'on sait très bien qu'on va être les premiers à mourir, puis on va servir de canon. Oui, pendant que les gens en forme vont se sauver, nous les zombies vont arrêter pour nous grignoter. Un peu comme dans Zombieland. Exactement. Donc, pourquoi est-ce qu'on tripe tellement là-dessus? Mystère. Ben, parce que, écoute, c'est quelque chose quand même. Premièrement, on est tellement dépendant de la technologie et de la civilisation que on se demande, c'est comme de la science-fiction pour nous. Là, on se retrouve dans un environnement où on n'a plus accès à rien sauf nos deux mains, nos deux yeux puis notre cerveau. C'est peut-être un désir inconscient de faire quelque chose de nos mains et puis d'être différent, de devoir arrêter d'écouter en rafale ces longues soirées de coffrets DVD complets de séries télé, ou je sais pas. C'est peut-être inconscient, ça va peut-être nous chercher à l'intérieur. Ben, c'est ça. Exactement. Mais d'ailleurs, tu parlais de Lovecraft puis tout, puis Oui. ça m'a fait penser à quelque chose. Tu te souviens du jeu vidéo Quake, sorti dans les années 90 Comment de oublier id Quake? Software? C'était vraiment épique et c'était pas n'importe quel démon qu'il y avait là-dedans. C'était les boss, c'était toutes des créatures Lovecraftiennes. L'environnement était très gothique. C'était intéressant de se rappeler ça. Moi, je fais le tour de Quake au moins une fois par année là, parce que c'est un grand classique. Oh wow. Moi, la chose que je fais une fois par année, c'est je me tape Retour vers le futur 1, 2, 3. Ben hier à la télé, c'est Retour vers le futur 1, je tiens à spécifier. D'ailleurs, Monsieur Lajoie m'a parlé de quelque chose tantôt. Il y a eu une rumeur pendant une semaine qu'il y aurait eu un remake de Retour vers le futur avec Justin Bieber dans le rôle de Marty McFly. J'en ai assez attendu. Non. Mais heureusement, ce n'était pas vrai du rumeur. tout. C'était juste pour créer en nous un désir de haine. Je suis sûr que c'est Hollywood qui testait les eaux. C'est sûrement une bonne idée. Tout le monde va dire wow. Finalement, il y a eu un horrible backlash. Puis moi, je dis que c'est une mauvaise idée. Ils ont choisi quelque chose qui était trop aimé, puis ils l'ont associé avec quelque chose qui était trop détesté. Puis ils se sont dit que, vu que Michael Bay est pas derrière le projet, c'est impossible. Ça manquait d'explosion. Oui. De toute façon, Michael Bay était officiellement nommé le violeur d'enfance. Ah, c'est carrément pour moi, c'est le nouveau Ed Wood. Il bat presque Huey Ball sur certains niveaux, là. Hey, j'ai hâte de voir sa comédie romantique qu'il prépare. C'est l'histoire d'amour de 2 explosions. Michael Bay Explosions! Elle n'était qu'une petite explosion d'un camion-citerne et lui est un déraillement de train. Ah non, non. Trop tôt. Ok, je pense. Regarde, juste à cause de ça là, c'est ça qui est ça. Oui. Ouais. Donc on est allé trop loin et c'est pour cela on va arrêter. Mon nom est Simon Boucher, j'ai avec moi monsieur Philippe Jacques. Oui. Salut, je retourne dans mon petit coin de punition. Parfait. Sinon bien sûr à la régie monsieur Mikey G. Je vais peser sur des pitons toute la semaine en pensant à vous. Oh, mais qu'est-ce qui se passe là après nous? Parce que je veux dire, on s'en va pas sans vous abandonner. Les routes enchantées. Oh, donc bonne semaine. Salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Salut, c'est encore moi. Vous vous souvenez du t-shirt 40e anniversaire de CKRL? Bon, on a encore toutes les grandeurs. Petit, moyen, large, mais il est en vente, 15$. Wouh! 5$ de rabais, c'est pas si pire. 405, 3e avenue, Limoilou, pour un temps limité. Salut. Aujourd'hui, dès 15h, Tania Beaumont et son équipe vous attendent au Sacrilège pour l'émission spéciale du Festival d'été C'est dans le sac. Entrevues, invités spéciaux, prestations et autres folies. Pour tout savoir sur le Festival d'été de Québec, rendez-vous au bar Le Sacrilège, 447 Saint-Jean, du 4 au 14 juillet, de 15h à 18h. C'est dans le sac, une présentation de Boréal et du Café Babylone.
Let's ride. Tous les soirs du 4 au 14 juillet, c'est le rendez-vous incontournable des Noctambules du Festival d'été de Québec. Venez vivre la programmation en salle, présentée par Groupe Voyage Québec. L'Impérial, le Petit Impérial, le Cercle et l'Espace Hyperion vous promettent des soirées en vente avec Louis-Jean Cormier, Family of the Year, The Sheepdogs, The John Spencer Blues Explosion, The Joy Formidable, Ostra, Nicolas Repac, Marc DiMarco et plusieurs autres. Laissez passer en vente à infofestival.com. Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Molson Dry. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais au restaurant Le Coloc, 400 3e avenue Limoilou, au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est, à la Fournée Bio, 1296 3e avenue Limoilou et chez Amassan Le Masseur. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais. Ça peut être payant. Bonjour, ici Pierre Vanchampfou. Vous vous demandez qui je suis? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que je fais. Ce que je fais? De courtes capsules folles et frivoles qui servent à agrémenter cette sympathique émission matinale qui s'intitule Les Matins éphémères. Je vous invite donc à déraper avec moi du lundi au vendredi, quelque part entre 7 et 9 heures, à CKRL, moitié velours, moitié dentelle. Tous les jours de la semaine de 7h à 9h, la boîte à pain Café Napoli vous présente Les Matins éphémères, l'émission matinale de CKRL. La boîte à pain Café Napoli, c'est une boulangerie et une sandwicherie. Les pizzas et calzones sont cuites au four à bois et nous avons un grand choix de salades variées. Venez faire un tour au 396 3e avenue et au 289 Saint-Joseph. 88 977 75 71. La boîte à pain Café Napoli, un savoir-faire qui se goûte. 89. Nous allons nous rejoindre.